Un hors-série de plus consacré au logiciel libre. Vous vous en êtes rendu compte, on a déjà pris pas mal l'habitude de vous parler de logiciel libre. On continue ici avec Sébastien dans un instant. Et Sébastien nous a encore concocté une petite liste de logiciels libres. Sébastien, bonjour. Hello. On commence avec OGS Mahjong, c'est un jeu? C'est ça. Alors, ami barbu, bonjour. Ça y est, ça va troller. Non, alors, pourquoi je les mets juste un petit jeu ici. Je l'ai pas essayé, honnêtement. C'est OGS Mahjong. J'en avais déjà parlé il y a très longtemps sur informaticien.be. Mais ce que je voulais souligner, c'est que les logiciels libres n'est pas que des trucs rébarbatifs, si je peux avec de gros guillemets. Il y a plein de jeux qui existent. Je vous enjoins à fouiner un peu. Peut-être qu'on fera un numéro un jour spécial sur les jeux en libre. Il y a moyen de s'amuser et il y a moyen d'écrire et de progresser avec ce genre de trucs. Ici, c'était un jeu de Mahjong. Il y a plein d'autres jeux qui ont des qualités qui varient de l'un à l'autre. Mais voilà, allez jeter un œil et fouiner un peu sur le web. Il y a moyen de s'amuser. Photivo, c'est ça. C'est un soft, quoi? C'est une application photo de traitement d'image ou je me trompe? Oui, c'est ça. Alors, c'est un outil qui n'est pas de mon domaine, mais qui est extrêmement apprécié apparemment et qui permet de faire du processing de photos. Donc, ça permet de travailler sur les fichiers RAW. Et sur les bitmaps, mais essentiellement sur les fichiers RAW, dans une manière non destructive. Donc on n'est pas sur voilà, pas destructif, on va dire. Voilà, on sauve son travail à part et le fichier original n'est pas... Reste même. Merci. Ouais, voilà. Et alors, le workflow peut être sorti vers GIMP. GIMP, c'est un logiciel dont on n'a jamais parlé ici, mais on en parlera peut-être un jour. Et qui vous permet aussi de faire du mode batch. Donc, tu as trouvé qu'il manquait toujours un petit peu d'éclairage sur tes photos. Et tu as fait toute ta soirée comme ça, bah, tu fais ton batch et tu vas tout faire d'un coup. Il y a plein de trucs en commercial qui existent, mais ici en libre, le truc a l'air quand même extrêmement... ça semble fonctionner correctement. Extrêmement soutenu, en tout cas, par une communauté. Donc, tu as évoqué GIMP, rapidement, c'est le Photoshop du libre. GIMP, c'est le Photoshop libre, voilà. Ouais, c'est ça. Mais on en parlera un jour. Voilà, exactement. Mail2Voice, c'est quoi? C'est un soft pour non-voyants? Oui, tout à fait. Et, tout à fait. Alors pourquoi j'ai mis Mail2Voice? Pas parce que ma vue va bien, contrairement à d'autres dans l'équipe. Salut Marc. Mais Mail2Voice, c'est un programme qui permet de prendre vos mails et de le lire. Bah oui. Une voix de synthèse, quoi. Ouais, une synthèse vocale de vos emails. Ouais. Pourquoi donc je ressors effectivement ce truc? C'est parce que quand vous êtes handicapé, que ce soit malvoyant, sourd, aveugle ou que sais-je, le logiciel propriétaire est souvent un petit peu difficile d'accès parce que c'est des jolies interfaces, parce que c'est pas prévu parce que les boutons sont trop petits, parce que etc. Ouais. Et dans le milieu du libre, on est souvent beaucoup plus sensible à ce genre de problème. Et Mail2Voice est un des exemples, mais il y a beaucoup de logiciels que vous pouvez trouver dans le libre qui permettent d'aider des personnes avec une déficience quelconque. Donc il y a vraiment pas mal de trucs, il faut aller voir. Donc, je voulais ici rendre un peu hommage à tous ces gars qui bossent dans le libre et qui proposent des logiciels pour aider d'autres. Ouais, c'est ce que j'allais dire, dans ce que tu nous avais déjà expliqué dans le premier hors-série consacré au logiciel libre, c'était cette idée de partage de connaissances, de compétences. C'est sans doute grâce à ça justement que c'est ce type d'application destinée à des personnes malvoyantes ou autres sont adaptées peut-être plus à leur handicap parce que justement parmi tous ces gens il y a des gens qui sont peut-être plus sensibilisés à ces causes-là, à ces problèmes-là. Oui, ou ils le font parce qu'ils ont un voisin ou un ami et ils se disent « Merde, je suis informaticien, j'ai rien à faire le soir, je vais créer un petit truc. » Et donc ça n'a pas forcément toujours le marketing du super logiciel commercial, mais ça fait ce que le mec il avait besoin pour pouvoir réussir à envoyer des mails. Et donc voilà, si vous avez d'autres exemples de logiciels du genre, envoyez-nous, on pourra toujours en parler. Effectivement. Voilà, mais
Je voulais au moins le souligner. Exactement. Ça existe. Ouais, ça existe et on en reparlera d'ailleurs certainement parce que c'est le genre de truc qui nous touche au plus haut point, parce que c'est vrai qu'on peut parler de trucs rigolos, comiques, machin, etc., de trucs de geek et tout, mais quand la technologie vient au service des êtres humains, ça, c'est évidemment un truc important pour nous. Cher XX, de quoi s'agit-il? Bah, tu sais, hein, alors il n'y a pas de raison que dans le livre on ne parle pas de porno non plus. Ah non, non c'est pour malheureusement. Donc ShareX, c'est un logiciel qui permet de faire de screenshots en fait, simplement. Et une fois que vous avez créé vos screenshots, ça peut être un plein écran, ça peut être une fenêtre, ça peut être une région, ça peut être une région avec une annotation. Donc vous avez toute une série de configs qui sont prévus pour faire des screenshots. Et de là, vous assignez votre raccourci, vous êtes parti, ça fait un screenshot, ça l'envoie sur un FTP, ça le partage avec quelqu'un, ça l'envoie sur la Lune, ça fait tout quoi. Ouais. Vous enregistrez votre écran en GIF, vous faites un screencast, il y a moyen de faire plein de trucs, c'est libre, c'est tout simple. Alors je profite qu'on est dans le même truc, si vous cherchez sur SourceForge, c'était PNG Shot, et là c'était un petit logiciel qui se met dans la barre des tâches, et à chaque fois que vous appuyez sur le bouton print screen ou alt print screen pour faire donc une photo d'écran juste de l'application dans laquelle vous êtes, PNG Shot sauve le fichier directement sur votre disque dur. Et donc c'était pour faire un truc répétitif où vous êtes en train de faire une formation, que sais-je, et vous avez besoin de faire plein de screenshots, ben, à la volée vous les faites, ça les sauve au même endroit et c'est parti. Parce que normalement le contrôle print screen ou le alt print screen c'est juste sauvé dans le bloc-notes quoi. Ouais, c'est ça. Alors, pourquoi je ressortais le PNG Shot, c'était juste un petit cocorico, parce que c'est un truc qui y a des années, mais c'est un truc que Bibi avait écrit, mais il y a plus de 10 ans. Hein. Et le truc fonctionne toujours, c'est ça qui est incroyable. Et je me demande si quelqu'un n'avait pas fait des modifs dessus après moi. C'est le génial du libre, c'est que le truc, je l'ai écrit un jour, je l'ai balancé sur SourceForge, j'en ai plus rien à faire, mais d'autres gens continuent à travailler dessus. Et on le retrouve peut-être de temps en temps aussi dans le code source d'un truc de chez Microsoft. Mais ça, c'est une autre histoire. Ça peut arriver. Hein. Je m'en fous parce que c'est le principe. Ici, mon code est libre et si ça peut aider quelqu'un d'autre, il peut en faire ce qu'il veut. Je me souviens plus de la licence de celui-là en particulier, mais j'avais du logiciel libre et là on est sur une mini parenthèse qui a été utilisée par des banques en Allemagne, par un site de vente par correspondance d'électronique qui commençait par LD et qui terminait par LC en France. Et donc j'avais créé toute une série de bibliothèques, c'est utilisé par des milliers de développeurs à travers le monde. Donc, ça qui est amusant, c'est de laisser des traces un peu partout de son passage. Handbrake. Alors, Handbrake, tu connais pas Handbrake, toi? Ça me dit quelque chose, une fois de plus. Ce nom me dit quelque chose. Donc ce n'est pas un frein à main, hein, évidemment. Je ne sais pas d'où vient ce nom-là con, d'ailleurs, de leur part. Il y a certainement une raison. Ça peut-être oui, ça me revient maintenant, je m'en suis servi il n'y a pas longtemps. Tu t'en t'es servi une fois. Non, je l'ai installé parce qu'il fonctionne sous Mac aussi. C'est un compresseur vidéo, quoi. Enfin, c'est une batterie de codec vidéo, quoi. Un convertisseur vidéo. Voilà. Leur tagline, c'est ça convertit vers n'importe quel format. Ouais. Voilà, c'est plus ou moins tout. Ça fonctionne sur Windows, Mac et Linux. Ça fonctionne assez bien. Il y a pas mal de petites options. Tu peux cropper, tu peux redécouper, tu peux faire prendre des morceaux, tu peux faire plein de trucs. Et c'est libre, quoi. Et ça tourne super bien. Et tu peux avoir des profils, tu vas envoyer ça vers un iPod, vers un iPad, et donc il a déjà les profils de c'est telle résolution qu'il te faut, c'est tel truc, etc. Ça, c'est bien foutu, c'est clair. C'est efficace. C'est efficace, mais une fois de plus, c'est le genre de petit outil qui dépanne, clairement, mais qui s'inscrit peut-être pas dans un workflow classique d'entreprise ou autre. Hein. C'est vraiment là plus pour le particulier ou pour le gars qui a besoin, tiens, ce truc-là, c'est dans quel format? Je l'aurais besoin plutôt en MP4 ou avec telle dimension et telle dimension pour l'envoyer à quelqu'un facilement, pour le mettre sur une clé USB ou autre. Donc voilà, ça a son utilité. Non, je suis désolé, je vais te contredire un peu sur ça peut être utilisé en entreprise, mais en fait, ces outils se basent, tous les outils de vidéo en général libres se basent sur FFmpeg. Oui.
Et donc c'est un outil en ligne de commande, et donc celui-là va juste générer la ligne de commande parfaite pour pouvoir faire la conversion. Et donc en entreprise, tu vas utiliser FFmpeg directement pour faire de la conversion. Je suis sûr qu'il y a des sites qui utilisent ça pour convertir les MOV ou les AV qu'ils ont reçus en VLC. Bien sûr, en FLV pour pouvoir faire des vidéos flash. Ce que je voulais dire, c'est que le travail que fait Handbrake ici, c'est-à-dire écrire les lignes de code, en entreprise, l'entreprise va écrire son service informatique, va lui écrire un client qui va bien et qui va utiliser FFmpeg. C'est possible, voilà. Mais ça peut être utilisé un petit peu. Oui, effectivement, ça a son utilité, hein, ça fonctionne très bien. Et on termine ce hors-série consacré au logiciel libre avec AMC. Oui. Movie Catalog, c'est ça. Voilà, alors je vais faire un cocorico et je ne pouvais pas avoir ce 5e numéro qu'on enregistre d'affilée sans parler au minimum de ce logiciel libre, qui est un logiciel libre belge. Chouette. Cocorico, et qui est écrit par Antoine, donc Anp de son pseudo, et qui est un auditeur, un fidèle d'informaticien et un ami depuis 15-16 ans, un truc comme ça. Et donc, auditeur des technos. Un auditeur des technos aussi. Et donc son logiciel permet quoi? En fait, c'est tu as des milliers de DVD chez toi, tu ne sais plus que faire de tes DVD, et surtout tu ne sais plus forcément qui a joué dans quel film, machin. Et bien là c'est vraiment le truc parfait où tu fais ta collection de tout ce qui est CD, DVD, Blu-ray ou que sais-je, et même tes VHS si tu en avais encore. Et il va chercher les informations dans toute une série de sites, avec toute une série de plugins. Tu vas aller chercher sur IMDb, sur Allociné ou que sais-je, et tu vas avoir tous les acteurs, tu vas avoir l'année du truc, tu vas avoir la durée, et tu vas pouvoir faire ta petite fiche de ton film. Alors là t'es vraiment sur le fan, hein, mais il y en a qui font ça, et à partir du moment où tu as fait cette liste, tu peux l'utiliser pour gérer tes prêts. Donc tu te dis, tiens, je t'ai filé le DVD, mais 2 mois après, il est où, mon Dieu, mon DVD, qui me l'a chouravé? Et donc là, tu vas jouer avec tout ça. Si je puis me permettre, c'est une très chouette application, forcément fort utile. J'imagine que c'est parce que lui-même, une fois de plus, en avait l'usage, voilà. Pour se dépêtrer lui-même de son problème, c'est créer sa propre application et la partager. C'est aussi ça, le logiciel libre. Mais c'est un peu old school, quand même, puisque maintenant, très honnêtement, on a Netflix. T'as plus de DVD? Si, j'ai encore des DVD, mais très honnêtement, je les regarde très très peu. Ou voilà, c'est parce que maintenant, parce que maintenant il y a le streaming, il y a les voilà. Ouais, peut-être, mais tu n'es pas obligé de prendre que des DVD. Le logiciel à la base, je sais qu'il y en a qui l'ont. Est-ce qu'il y a moyen de le transformer pour faire, par exemple, du livre? Oui, il y en a qui se sont amusés à jouer un peu pour faire ça avec de la BD, je pense. Mais tu serais surpris, hein, le fait d'organiser ces DVD, je sais qu'il y a encore une start-up qui avait été présentée au Beta Group il y a moins de 6 mois, qui trouvait ça comme étant le truc du moment, et qui voulait faire un service web pour ça, quoi. Donc, même si nous, effectivement, on est parti sur du streaming, sur du digital et compagnie, monsieur tout le monde, il achète encore pas mal de DVD et de Blu-ray, tu sais. Ouais, ça se vend encore, effectivement. Les VHS, beaucoup moins. Hein, c'est difficile. J'ai cru entendre que c'était très, très difficile. Mais voilà. Mais ceci dit, c'était certainement une excellente application du logiciel libre, une fois de plus développée par quelqu'un qui en avait l'usage et qui donc l'a fait à sa sauce. Et puis d'autres sont venus rajouter... Est-ce qu'une application, je voulais poser la question pour terminer ce hors-série, l'application, est-ce qu'elle peut changer de nom à un moment donné parce que tellement torturée, triturée par quelqu'un d'autre ou abandonnée par son créateur initial? Est-ce que l'application, on va encore la trouver sous une certaine forme, et comment savoir si cette application existe encore sous une autre forme? Alors comment savoir? Google, hein, en général Google va pouvoir te le dire parce que ça aurait été discuté sur un forum X ou Y. Est-ce qu'elle peut changer de nom? Oui, on a eu le cas dans l'épisode précédent de OpenOffice qui est devenu LibreOffice, et puis que pour finir OpenOffice a abandonné complètement son nom pour devenir que LibreOffice. Firefox avait changé de nom aussi tout un temps, c'était je me souviens plus, mais c'était pas Firefox avant. Et donc oui, tous ces logiciels parfois ont des noms de code, et puis à partir du moment où ils commencent à avoir un peu trop de succès et qu'il doit y avoir un trait de marque derrière parce qu'ils doivent protéger la marque,
comme Mozilla le fait. Oui. Ça peut changer de nom. Est-ce que ça peut aussi disparaître? Oui, ça peut disparaître. Il y avait une boîte qui avait fait ça, je me souviens plus du nom. Je pense que c'était Cam Studio, et ça avait été racheté par la suite par Macromedia. De mes souvenirs. Hein. Ouais. Donc désolé si je me plante ici, c'est à l'arrache. Et en fait, cette application permettait de faire d'enregistrer une vidéo de ton écran. Et elle était libre. Ouais. Et donc ça avait évolué pendant toute une série d'années, et à un certain moment, la toute dernière version permettait de sortir ça en fichier Flash. Donc, et c'était parfait pour mettre sur un site web. Et de là, ça a été racheté, et la version libre a subitement disparu et c'est devenu une version gratuite qui ne permettait plus cet export, mais pour pouvoir le faire, tu devais payer la version commerciale. D'accord. Et du coup, tu as retrouvé cette version libre après dans plein d'autres endroits, parce qu'au final, c'était le principe. Ça a été distribué en tant que logiciel libre, et donc les gens ont pu reprendre le code source et refaire un fork, alors on dit, de cette application. Ok, merci pour cet éclaircissement qui clôturera donc ce nouveau hors-série consacré au logiciel libre. Il y en aura forcément d'autres, parce que dans l'équipe, il y a aussi, il n'y a pas que Sébastien qui parle logiciel. Il y a d'autres fans et pas des moindres. Je pense à Adrien, entre autres, qui pourrait également revenir ici, nous en parler sans aucune difficulté. Ces hors-série, vous vous en êtes sans doute rendu compte, à nos accoutrements ont tous été enregistrés au même instant, donc c'est peut-être normal qu'on mette un peu de temps à réagir à vos messages, mais on en tient compte évidemment. N'hésitez pas à partager avec nous vos connaissances dans le domaine. On peut pas tout connaître non plus, donc, mais par contre, ce qu'on aime bien, c'est partager les connaissances avec un maximum de monde. Merci encore Sébastien pour toutes ces informations, et puis à très bientôt. Au revoir.